Il y a des mots qui sont revenus constamment. Je pense que vous-même, vous avez dû vous faire cette réflexion. La fierté, le fait d'être capable et prouver qu'on est capable. C'est intéressant, alors que dans l'école générale, on a souvent en situation d'échec. Et les nouvelles pédagogies font de grands discours pour expliquer que l'échec, c'est très formateur. Mais en réalité, c'est un discours. La réalité, c'est qu'un échec, ça casse. Et on a bien le sentiment que ici, c'est autre chose. C'est un chemin où on se rend progressivement capable avec le soutien des autres, avec une solidarité confraternelle, des compagnons au sens strict ou large, et qu'on s'insère dans une chaîne de fierté et de confraternité où petit à petit, on devient de plus en plus capable. Il y a un mot qui est revenu constamment, et en dehors du mot, il y a une réalité qui, je pense, nous a tous frappés, c'est la passion. Peut-être qu'avez-vous vu beaucoup de colloques comme moi-même, et j'ai jamais vu des colloques autant où j'ai senti une telle passion de chacun des intervenants. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous guider. Combien d'endroits où on a l'impression que les gens sont une sorte de prétexte à une fonction ou une institution, où on ne sait plus qui dirige quoi, si c'est l'institution qui dirige la personne qui subit l'institution. Ici, on a une fierté personnelle de chacune des personnes qui sont intervenues, et ça doit nous guider. Il y a quelque chose là de juste et de bon pour nous tous. Alors, notre objectif modeste, c'était de contribuer modestement, mais à changer le regard sur les métiers manuels. Et encore une fois, je ne parle pas d'enseignement manuel, je parle bien des métiers. Métier étant un mot noble. Et un métier, il peut s'apprendre, j'ai envie de dire, très formellement, ou bien clandestinement, ou bien par détour, par mimétisme, par lecture. Et il y a 1000 voies possibles, et peut-être qu'il est important de ne pas céder à un formalisme et à une approche très diplômante, certificatrice, enfin Calliope, etc., même si on en passe tous par là dans ce métier, mais ça ne doit pas nous obnubiler. C'est un moyen, c'est pas une fin, tout ça. Et il me semble aussi que si on veut que le regard change sur les métiers manuels, il faut que chacun, à notre place, notamment en tant que parents, eh bien, nous joignons le geste à la parole. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas envoyé dans chacune de nos familles un enfant dans l'artisanat et dans les métiers manuels, eh bien, on pourra toujours faire de grands discours. Alors, je crois que c'est de la même manière, on pourrait dire que tant qu'on n'a pas donné à la France un instituteur, on pourra toujours faire de grands discours sur l'avenir de l'école. Ce sont des endroits où il faut encourager nos enfants, c'est des endroits qui sont nobles, et si nous-mêmes, nous changeons ces pratiques dans nos propres familles, eh bien, les autres aussi changeront. Et moi, je saisis cette occasion pour rendre hommage à ma fille de 18 ans, qui est apprentie pâtissière, et qui se lève à 4 heures du matin tous les jours, et je suis fière de ça, et lorsque, dans la bonne société, et je dis que ma fille est apprentie pâtissière, les gens font des gorges chaudes, c'est merveilleux. Mais on comprend bien qu'il est merveilleux de se reconvertir à un métier manuel, après HEC naturellement. Mais, et d'ailleurs l'atelier des chefs fait des formations CAP à HEC. Mais avant de passer le bac, là c'est ultimement transgressif. Et je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'on a une époque où c'est toute sa vie qu'on va se former, qu'on va apprendre plein de métiers, et que la seule chose qui compte, c'est d'être capable d'avoir cet état d'esprit de perfectionnement permanent. Et ici, on a eu un véritable plaidoyer pour cette idée de remettre 100 fois le métier sur l'ouvrage, cette idée d'un perfectionnement permanent, d'une recherche, une quête de perfection, et cette idée aussi du dernier détail, dont parlait Monsieur Archer, le dernier détail. Le diable est dans les détails, et en matière d'artisanat, tout peut changer pour une toute petite chose. Je me souviens de mon père qui réparait les horloges du 18e. Ça tenait à un grain, un petit grain de sable à un endroit quelque part dans le mécanisme, et ça prenait 10 minutes de retard. Vous voyez, et tout tient à un grain. Et il y a une intelligence réelle de ce type de savoir-faire et d'action manuelle qu'a très bien salué Matthew Crawford. Et je vous invite tous à lire ce livre extraordinaire
qui maintenant est sorti déjà depuis peut-être une dizaine d'années, mais qui s'appelle L'éloge du carburateur, qui est un livre extraordinaire qui va vous bouleverser et vous changer complètement dans votre rapport au métier manuel. Alors, la bataille culturelle à mener, elle s'inscrit finalement dans un contexte très favorable. On dit toujours, oh, c'est terrible, les métiers manuels, c'est mal vu, etc. C'était mal vu. Mais en réalité, on est à l'aube d'un changement qui me paraît évident, parce que on a besoin tous de présentiel, même si on peut très bien apprendre un métier en distance, mais on a besoin ensuite de l'exercer. Après le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait un corps, qu'on avait besoin de faire partie d'une communauté et qu'on avait besoin d'une expérience physiquement partagée. On a besoin de faire. On en a marre de regarder. On est sur nos écrans 5, 6, 7 heures par jour. Regardez vos décomptes journaliers. Mais on a besoin de faire. On a besoin de déconstruire, de démonter, de réparer, de comprendre, de ne plus subir cette humiliation d'être dominé par des outils technologiques qui nous dépassent intégralement. On a besoin de partager. On a besoin aussi de long terme. On nous inscrit dans une immédiateté qui nous dévore, mais qui ne nourrit pas. Or, là, le geste manuel, c'est un geste qui s'inscrit dans le temps, qu'on reçoit, qu'on transmet et qu'on met du temps. Mon père était quelqu'un de très posé. Et quand il faisait ses collages à la colle de poisson, à minuit dans son atelier, il paraphrasait Bergson qui disait « il faut que le sucre fonde ». Vous savez très bien qu'en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a un temps pour que le sucre fonde. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il met ce temps-là. Et mon père disait toujours « il faut que le collage prenne ». Et il sortait une pile de bouquins, il s'installait à côté, le temps que ça prenne. Voilà. Et je me souviens que ce temps incompressible, c'était quelque chose qui était pour moi très fort. Parce qu'il n'y avait pas matière, vous pouviez faire tout ce que vous voulez, vous pouviez mettre un chauffage, un truc comme ça, mais vous n'aviez pas moyen de compresser ce temps. Et ça donne une humilité, un rapport au temps, à l'inscription quelque part dans une sorte de frise chronologique de génération qui est tout à fait saisissant. Il y a aussi une idée du transgénérationnel. Là aussi, c'est une idée tout à fait à la mode aujourd'hui. Il faut faire des liens avec les EHPAD, les enfants, créer du lien, etc. Tout ça, c'est très à la mode. Mais quoi de plus transgénérationnel que cette idée d'un maître qui prend du temps pour enseigner les jeunes générations, qui bien sûr sont différents, qui bien sûr sont impatients, qui bien sûr sont maladroits, qui souvent sont ingrats. Et néanmoins, il se souvient lui-même de l'apprenti qu'il a été et il prend ce temps de la transmission. Et je suis frappée de voir que bien plus que dans nos milieux universitaires, académiques et autres, il y a cette passion de la transmission. Et ceux qui sont les plus frappants là-dedans, ce sont les compagnons. Les compagnons du devoir, c'est le cœur de leur ADN. Transmettre, 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 transmettre. Et ça doit aussi, je pense, être assez important pour nous. Autre mot, bien sûr, et chose qui doit nous guider, il y a aujourd'hui une fierté. Et cette fierté, elle nous guide. Il y a aussi une beauté à travers les métiers manuels. Peut-être que vous êtes déjà allé au musée, alors je me trompe toujours, MOPO, le musée de la maison ouvrière et de la pensée ouvrière, c'est ça ? La maison de l'outil et de la pensée ouvrière. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais il faut y aller. En fait, il y a une beauté, il y a une efficacité, il y a une sagesse de la forme des outils eux-mêmes qui est bouleversante. Moi, je suis corrézienne par mon père, j'ai trouvé dans une caisse tous les outils qui servaient à faire des sabots, puisque dans ma famille, ils faisaient des sabots. Mais chaque outil avait une beauté incroyable, rien que par la manière de l'emmancher, de le décorer, voilà. Et cette beauté peut aussi nous guider parce que je crois que la mocheté globale qui nous envahit est quand même assez suscite une sorte d'anticorps de notre part. Avec tout ça, finalement, ce contexte très favorable, ne vous inquiétez pas, je vais conclure, avec ce contexte très favorable, il y a aussi un moyen, pardonnez-moi d'oser ce gros mot, mais après tout, si je le fais pas à l'Institut de France, je ne sais pas où je le ferai, il y a aussi tout simplement un moyen de renouer avec une véritable fierté, un véritable amour de notre pays, la France. Parce que notre pays est un pays de grands accomplissements et de grands savoir-faire manuels. Et quand je vois à quel point rayonne notamment tout l'ensemble des MAF et des MOF qui sont vraiment au cœur du rayonnement français, quand je vois l'éblouissement absolu d'un Japonais parlant des savoir-faire français, tout ça, c'est quelque chose qui doit nous nourrir et nous soutenir dans l'amour qu'on a de notre pays. Nous, Français, nous sommes connus pour critiquer notre pays
ici en France et à l'étranger. Hein. Moi qui suis diplomate, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on critique jamais son pays à l'étranger. Mais il faut croire que cette leçon a été oubliée par ceux qui nous gouvernent. Et donc, on peut renouer avec une légitime fierté et avoir envie de s'inscrire dans cette chaîne pour que nous-mêmes, nous devions aussi dignes de faire rayonner notre pays et puis de transmettre à notre tour. Donc, je crois que là, nous avons de belles perspectives qui s'inscrivent aussi dans des considérations qui dépassent le simple métier que nous faisons et qui recréent du lien entre chacun des membres de notre pays. Alors, pour finir, je vous dirais que si vous avez aimé cette journée, si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à soutenir notre fondation qui n'a aucun financement public, qui ne vit que de la générosité de chacun d'entre vous. Il y a dans la salle plusieurs bienfaiteurs qui ont financé ce colloque dont je tairai le nom parce qu'en France, nous sommes très discrets, c'est pas comme aux États-Unis où je me serais déplacée avec des plaques de marbre. Mais donc, n'hésitez pas à devenir mécène de la Fondation Kairos. Notre rôle est simple, transmettre et innover. Le tout dans une perspective sociale et de réalisme aussi anthropologique. Le monde change, la société change, les familles changent. Et néanmoins, nous devons trouver les nouvelles manières pour transmettre et innover. Donc, je vous remercie de tout ça. Je vous propose qu'on se retrouve. Alors, c'est pas ici, mais l'équipe va vous guider. Ça s'appelle le salon Bonnefous. C'est un très beau salon avec de très belles tentures. Vous allez pouvoir, découvrir. Vous pouvez aussi un peu vous égayer, voir un peu, pour ceux qui connaissent pas, les abords de la coupole, la très belle cour. Il y a 2 cours qui sont très jolies. Là, nous sommes dans la partie moderne, mais tout le reste n'est pas moderne. Et puis, n'hésitez pas à parler entre vous, à prendre des contacts. Le but, c'est vraiment que vous créez un maximum de liens et que vous partiez absolument déterminés à être encore plus heureux et passionnés dans ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup.